J'ai réalisé des vingtaines et des vingtaines d'entretiens d'embauche quand j'étais en CDI, en freelance, et je vais vous expliquer comment ça se passe pour réussir son entretien d'embauche. Surtout quand on est en freelance, mais je pense qu'on peut l'appliquer un peu partout. Ok, moi c'est Willem, donc sur cette chaîne je partage tous les petits tips qui te permettent d'avoir le maximum de résultats pour réussir en freelance, pour réussir dans le business, pour réussir quand on n'a pas de CDI. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à rajouter sur Instagram aussi. C'est parti pour la vidéo. Ok la team, donc comme je te l'ai indiqué, j'ai réalisé plus de 20 et des vingtaines et des vingtaines et des vingtaines d'entretiens, d'embauche. Donc maintenant j'ai pas mal d'expérience, donc j'en ai plus de 15 dans mon domaine. J'ai pas mal d'expérience aussi dans le business parce que des entretiens par rapport au business, du B2B, quand on essaie de vendre un business à une société, c'est pas la même chose. Donc là, on va parler d'entretien par rapport à un client lorsque je réalise une mission freelance dans une entreprise. Alors déjà, on va éliminer les idées reçues. Tout ce qui est connaître la société, combien de personnes dans la société, quand est-ce qu'elle a été créée, qui est le PDG, ça on s'en fout. D'accord? Ça on s'en fout, clairement. Moi, j'ai longtemps cru que c'était important quand j'étais débutant, quand j'étais stagiaire ou ce genre de choses. Mais clairement, je vous garantis que ça, c'est pas important. D'accord? Sachez de quoi la société parle. Ça suffit, pas besoin d'en savoir plus. Donc ça, c'est une idée reçue. Maintenant, vous allez appliquer 3 choses essentielles. Après, vous adaptez à chaque entretien, mais il y a vraiment 3 choses primordiales qu'il faut comprendre lorsque vous passez un entretien d'embauche. La première chose que vous devez faire, c'est imaginer que lorsque une société vous recrute, elle veut que vous soyez compétent tout de suite. Surtout si vous êtes freelance. Lorsque vous êtes un CDI, c'est un peu différent. Mais lorsque vous êtes freelance, on attend un expert, même si vous êtes débutant. Ça, c'est un peu la différence. Lorsqu'on prend un freelance, la société, elle le fait pour 2 raisons. La première, c'est que elle veut un freelance pour réaliser une tâche qui va durer quelques mois, 1 ou 2 ans. Donc sur une période définie, très stricte, et on est sûr de pas dépasser. Bon, ça dépasse tout le temps, mais de base, c'était ça l'idée. Et le problème, c'est qu'on peut pas faire ça avec un CDI. Parce que si on prend quelqu'un qui est en CDI, on sait que dans 2 ans, il y aura plus d'activité par rapport à ça. Donc on peut pas le virer, on est en France, donc c'est compliqué. Un CDD, c'est une autre démarche parce que ça coûte peut-être plus cher, il faut le renouveler, etc. Bref, on n'est pas obligé de le renouveler, mais bon, c'est un peu compliqué aussi parce que c'est des choses à mettre en place, il y a des congés, machin, c'est énervant, c'est compliqué. Alors qu'un freelance, c'est très facile de prendre un freelance, c'est très facile de le virer. En général, il y a un mois de préavis. Ce serait très facile de l'intégrer. Il fait pas partie des effectifs, donc il y a juste une facture à payer, c'est comme un matériel ou c'est comme quelque chose comme ça. Et puis c'est terminé. Il n'y a pas besoin de rentrer des choses dans l'effectif, machin, etc. Donc c'est aussi simple que ça. La deuxième possibilité, pour laquelle la société a besoin des freelances, c'est lorsqu'ils sont des choses urgentes. C'est-à-dire qu'ils sont des tâches urgentes que quelqu'un en CDI ne peut pas réaliser. Et du coup, ils recrutent un freelance pour les charges supplémentaires. On ne sait pas très bien quand ça va durer, mais on ne peut pas donner ça à quelqu'un en CDI. On ne peut pas embaucher pour ça parce qu'on n'a pas le temps. C'est pour dans demain ou c'est pour il y a 3 jours. Et du coup, on prend un freelance comme ça, on se dit, bon, c'est temporaire, on est pressé, on recrute un freelance, et après on le dégage comme on a envie. C'est comme ça que les sociétés raisonnent, hein. Il faut vous dire la vérité. Maintenant, quand vous avez ça en tête, vous vous dites, ok, quand la société recrute un freelance, elle veut qu'il soit efficace tout de suite. C'est comme ça qu'elle raisonne. Peu importe combien il coûte, peu importe qu'il coûte 100 balles, 200 balles, 500 balles. Et là, autre vérité, le prix que vous coûtez ne fait pas votre valeur. C'est pas parce que vous êtes pas cher que la société va pas attendre que vous soyez efficace. Donc je parle bien d'efficacité. Hein. Je parle pas de faire une expertise ou le développement de toute une application en 2 jours. Je parle d'efficacité par rapport à la poste auquel vous êtes recruté. Quand on recrute un freelance, on s'attend à ce qu'il soit efficace tout de suite. Certes, il y a une période de formation, mais il faut pas que ça dure 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire que dès les premières semaines, il faut une efficacité. C'est ça qu'on attend d'un freelance. Et votre prix, votre coût, donc ce qu'on appelle un TJM pour des gens qui sont en mission, le coût que vous avez lorsque vous travaillez pour une société n'a rien à voir avec votre compétence. Je m'explique. Lorsque vous êtes freelance, malheureusement, vous êtes obligé de passer par un commercial. D'accord? C'est très très difficile de passer en direct. Le commercial, son but c'est quoi? De vous vendre très cher, de vous payer très pas cher. Voilà, ça c'est aussi simple que ça, c'est la vérité. Après, il y a des commerciaux qui vont essayer de vous payer à votre juste valeur. Ok? Donc ça c'est un autre sujet. Une fois que le commercial a réussi à vous vendre cher, le but c'est faire la marge possible la plus grande. Donc vous, de vous vendre pas cher. D'accord? Si vous connaissez rien et que vous négociez rien, votre commercial va vous demander quelle est votre facturation par jour. Vous allez dire 100 €. Et s'il vous vend 500 €, tant mieux pour lui. Si par contre vous connaissez et que vous dites 300 € et qu'il vous vend 500 €, il est toujours dans sa marge des 200 €. Tant pis pour lui, il a perdu un peu, mais il est toujours bien. Le commercial va pas vous dire « Ah, tu coûtes... mais je peux te payer 300 € pour 100 €. Mais je vais te payer 300 €, n'importe quoi. Allez, on rajuste ton contrat. » Ça n'existe pas. Il va vous payer ce que vous allez demander. C'est aussi simple que ça. Donc, votre facturation par jour lorsque vous êtes une société dépend de quoi? Dépend de votre connaissance de votre facturation, la concurrence. Si vous êtes seul à faire ce que vous faites et que vous savez votre prix, vous allez facturer cher.
si vous êtes seul à faire ce que vous faites et que vous ne savez pas négocier votre prix, vous n'allez pas facturer cher. Et ensuite, ça dépend de l'urgence. Si le client est urgent, il va dépasser ses grilles. Donc, il faut savoir que le client a des grilles. Peu importe le besoin, le client est même prêt à laisser traîner des sujets s'il n'a pas un candidat qui répond à la grille. Peu importe la difficulté, s'il a décidé que la grille c'est 100 €, c'est 100 €. Peu importe s'il faut 50 ans d'expérience. D'accord? Le freelance n'est que, je vais pas dire que c'est qu'un matériel, mais c'est qu'une ressource budgétisée. C'est comme quand j'achète des ordinateurs, je ne vais pas dépenser plus de 1000 € pour un ordinateur. Peu importe le cas, le machin, je ne vais pas dépenser plus de 1000 €. Quand j'ai un freelance, je ne vais pas dépenser tel euro. Quand je budgétise des voyages CE, le budget c'est, je sais pas, 100 000 €. C'est pas 150 000 €, c'est 100 000 € quoi qu'il arrive. Un freelance, c'est exactement pareil. Peu importe votre compétence, peu importe ce que vous allez apporter, votre budget est prévu d'avance. Vous n'allez jamais faire des culbutes de 100 à 500 €, sauf si c'est urgent et que le client n'a pas le choix. Il ne va jamais vous augmenter de bonté parce que vous avez fait du bon taf. Il le fait parce que c'est budgétisé et parce que il n'a pas le choix. Voilà, en général c'est comme ça. Ok, donc on ferme la parenthèse. Donc ce que vous allez faire quand vous allez faire l'entretien, la première chose c'est que vous allez montrer que vous allez être efficace de suite. Si vous ne connaissez rien dans la mission dans laquelle vous allez faire, vous allez trouver dans vos choses perso ou des affinités qui font que vous allez pouvoir être efficace tout de suite. Soit vous montrez une détermination hors norme dans ce que vous allez faire, même si vous ne connaissez rien. Soit vous montrez des choses qui sont dans votre vie perso ou dans d'autres expériences qui ressemblent à peu près, qui vont vous aider à réaliser ce poste. Par exemple, moi, quand j'ai fait des missions de management et que j'avais pas fait de management, et les problèmes en France, c'est qu'on recrute pas les gens quand ils n'ont pas d'expérience, mais bon, si on n'a pas d'expérience, on peut pas avoir de l'expérience, enfin bref, vous avez compris l'idée. Quand j'ai fait des missions de management, pour la première fois, j'avais pas fait de management. Donc j'avais trouvé toutes les petites choses dans mon métier professionnel et dans mon activité personnelle qui ressemblent à du management. J'étais un animateur d'enfants, j'ai parlé de cette mission. J'ai dit qu'il fallait de l'organisation, du calme, de l'autorité. J'étais responsable de stagiaires, donc j'encadrais les stagiaires dans ma mission. Donc j'ai parlé d'encadrement, de responsabilité, de transmission des tâches. Donc j'ai essayé de trouver les qualités qu'il faut pour être un bon manager dans ce que j'avais déjà fait. D'accord ? J'ai même entraîné des petits joueurs de foot. Pareil, j'ai parlé d'esprit d'équipe, etc. dans une équipe. Et ça, c'est les qualités qu'il faut que vous soyez quand vous êtes manager. Donc vous, si vous postulez à une mission où c'est des choses que vous ne savez pas trop faire, trouvez des choses dans votre vie perso qui peuvent vous amener à réaliser ce poste ou montrer une détermination hors norme. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose que vous allez faire, et ça, moi je me suis beaucoup trompé quand j'ai débuté, et ça c'est plus vrai quand vous êtes expérimenté. Mais quand vous êtes débuté, faites-le aussi. Quand vous débutez, faites-le aussi. Voilà, vous m'aurez corrigé. Lorsque l'on débute et lorsqu'on ne connaît pas trop comment ça se passe, quand on n'a pas fait beaucoup d'entretiens, on déroule son CV de la plus récente jusqu'à le bac, machin, le brevet, nanana. Il faut surtout pas faire ça. Lorsque vous allez en entretien, vous postulez pour un poste. D'accord ? Le poste pour lequel je postule, c'est vendeur de stylos. Dans ma vie, j'ai vendu du McDo, j'ai été chauffeur de bus, j'ai travaillé dans les trains, etc. etc. C'est un exemple, hein, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Le fait que vous ayez travaillé dans les trains, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt par rapport au fait que vous allez vendre de stylos. Le fait que vous avez travaillé dans la vente du McDo, c'est intéressant, parce que vous étiez dans la vente. Même si vous ne vendiez pas des stylos, vous étiez dans la vente, donc vous avez cette notion de vente. Donc lorsque vous allez faire votre entretien, c'est exactement la même chose. Il faut que vous commenciez par une mission, une expérience qui est prépondérante par rapport à la mission pour laquelle vous postulez. Il faut savoir que le recruteur, le mec qui va vous recevoir, la femme, la personne qui va vous recevoir, elle s'en fout de votre CV, de votre expérience. Ce qui compte à elle, c'est qu'elle se dise comment cette personne va me montrer en quelques minutes que c'est la bonne personne fiable par rapport à la réalisation de ce poste. Je m'en fous qu'il ait travaillé dans les trains ou je ne sais quoi. Moi, je veux savoir est-ce qu'il va réaliser mon poste. Moi, j'ai déjà recruté des gens qui étaient très expérimentés. J'avais une fiche donnée et toute sa carrière, je m'en foutais. Ce qui compte, c'est que je m'assure que ce qu'il va faire pour lequel je le paye, il soit capable de le faire. Peu importe ce qu'il ait fait avant. Là, j'ai des monteurs vidéo qui montent cette vidéo. Peu importe qu'avant, il ait fait prof de sport ou prof de je ne sais pas quoi. Ce qui compte, c'est qu'il soit fort dans le montage de vidéos. D'ailleurs, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi. Moi, j'aime bien.
Donc ça, c'est ça qui compte en fait. Et ça, ce qui est fou, c'est que dans le métier de l'entreprise, quand vous êtes en CDI ou quand vous êtes dans l'entreprise, on comprend pas ça. Donc on va présenter son CV, on déroule, oui j'ai fait ceci, j'ai eu mon bac S, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Alors que quand vous faites du business, il n'y a pas ces notions. Quand vous recrutez un monteur vidéo, il va vous parler de son montage de vidéo. Quand vous recrutez un graphiste, il va vous parler du graphisme. Quand vous recrutez un copywriter, il va vous parler de son copywriting. Quand vous recrutez quelqu'un qui va vous faire des tunnels de vente, il va vous parler de ses tunnels de vente. Tout ce qui n'est pas tunnel de vente, il va pas vous en parler. Dans le business, il n'y a pas ces notions de parler des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi on postule. Mais la problématique, c'est que en société classique, pourtant c'est du freelance, on n'a pas compris cette notion. Donc ne parlez pas des choses qui n'ont rien à voir avec le poste. Vous répondez à la question si on vous pose la question, mais parlez vraiment des missions qui sont en rapport avec la mission pour laquelle vous postulez. Donc vous allez commencer comme ça, vous allez dire « Bonjour, j'ai donc une expérience conséquente, donc je vais commencer par vous parler des missions qui sont prépondérantes par rapport à la mission pour laquelle je postule. Si néanmoins vous avez des questions sur mon expérience, sur mon école, etc., je serai très attentif et je pourrais vous répondre directement. Bonjour, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je préfère vous parler de ce qui va impacter ce que j'ai fait par rapport à cette mission. Donc vous allez commencer comme ça. Parlez uniquement des choses qui sont en rapport avec la mission. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, si jamais la personne a des questions, vous répondez aux questions. Maintenant, il me reste deux choses encore, éléments, pour réussir son entretien d'embauche. Donc restez bien jusqu'au bout, la team, le dernier, il est puissant. La troisième chose, c'est poser des questions. Vous devez poser beaucoup de questions. Pourquoi on pose des questions? Pour deux choses. La première, on en dit moins sur nous. Ça nous permet de ne pas rentrer trop dans les détails et vraiment d'insister sur le poste. La deuxième chose, c'est qu'on comprend le poste. En posant des questions, vous avez des éléments de réponse sur la personne, ce qu'il attend. Et en comprenant ce que la personne attend, vous allez insister sur des éléments qui sont de votre caractéristique, qui vont coller avec le poste. Vous posez des questions, comment est ceci, comment est cela, comment est le poste, est-ce que le manager doit manager 10 équipes, 15 équipes? Là vous dites, ok, il faut manager 15 équipes, j'en ai déjà managé une dizaine, je vais insister là-dessus. Est-ce que le manager doit connaître la technique? Ok, j'ai déjà fait une mission, moi j'ai pas été manager, mais j'ai été très technique, ok, je vais insister là-dessus. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous posez des questions, et une fois que vous avez posé plein de questions, là hop, vous enchaînez sur vos qualités à vous qui collent à ce que vous venez d'entendre. C'est ça qui compte avant l'entretien d'embauche. Vous savez, c'est pas dire mes qualités c'est comme si, j'ai eu un bac S, on s'en fout. On s'en fout. Les études, tout ça, on s'en fout, clairement. Même si en France, les études c'est un ticket d'entrée, malheureusement, ça c'est la vérité. Mais une fois que vous avez ce ticket d'entrée, vous pensez que je parle de mon master et tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de mon master. Tout ce qui compte, c'est que je lui prouve que je vais réussir le poste. Donc c'est pas en expliquant que j'ai été 5 ans à l'école que je vais dire que j'ai réussi mon poste. Ça, c'est juste un ticket d'entrée. Parce que la preuve, moi je suis de base 1G. Quand je fais des entretiens, je n'ai jamais dit oui, j'ai un bac plus 5 dans machin, j'ai appris ça et voilà pourquoi je suis bon pour le poste. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On parle que d'expérience. Ok, donc le dernier élément, et ça c'est hyper important à appliquer, à comprendre, c'est le feeling. Et ça, c'est trop souvent négligé. Le feeling, c'est quoi? Le feeling, c'est que lorsque vous discutez avec votre interlocuteur ou la personne qui vous fait l'entretien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Il sent votre détermination et il sent que vous êtes intéressé par le poste. Mais il y a aussi une entente, parce que vous avez posé des questions, parce que vous avez montré que par rapport à vos expériences, qui est prépondérant, vous n'avez pas forcément montré que vous êtes le meilleur. Vous avez montré que vous pourrez tenir le poste. Et ça, c'est hyper important à comprendre. On ne cherche pas le meilleur. On cherche quelqu'un qui va faire ce qu'on lui demande de faire. D'accord? Ça, c'est hyper important. Dites-vous que quand vous êtes freelance, quand vous êtes salarié, ou quand on vous paye pour une tâche, vous devez faire la tâche pour laquelle vous êtes payé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous devez faire une tâche de telle heure à telle heure, comme ceci, comme cela. Et une fois que vous faites la tâche, c'est bien. Que vous la faites plus vite ou pas, c'est mieux. Mais si vous faites la tâche, c'est ça qu'on attend de vous en fait. C'est pas comme dans un business où vous pouvez scaler, où plus vous donnez des efforts, plus ça peut vous rapporter de l'argent, sur du plus ou moins long terme. Là, quand vous êtes freelance ou quand vous travaillez pour quelqu'un, c'est un processus un peu différent. Vous faites ce qu'on vous dit et puis c'est tout. On ne cherche pas le meilleur, on cherche juste quelqu'un qui va tenir le poste. D'accord? Donc les histoires de chercher le meilleur, etc., c'est pour vous motiver, pour vous bossiez plus longtemps
plus durement et que vous soyez assidu. Mais en réalité, si vous tenez votre poste, ça suffit. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Donc, si il y a des choses que vous ne savez pas faire dans le poste, c'est pas grave. Vous allez montrer que vous allez pouvoir vous entraîner, vous améliorer, monter vite en compétences. Si vous n'êtes pas meilleur, c'est pas grave. Vous n'êtes pas meilleur dans telle technologie, mais vous connaissez toutes les technologies, même si vous n'êtes pas le meilleur dans une technologie précise ou une compétence précise. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas le meilleur, parce qu'il y a du feeling. Croyez-moi que la personne va toujours préférer prendre la personne qui est vraiment très très motivée, où il y a du feeling, où elle sent que ça passe, plutôt que quelqu'un qui n'a pas de motivation. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre. Et moi-même, j'ai eu le cas quand j'ai recruté quelqu'un, où j'avais quelqu'un où franchement, j'avais pas trop de feeling et tout, c'était vraiment, techniquement, c'était plus balèze. On a recalé des gens qui étaient beaucoup moins calés, moins expérimentés. Finalement, ça l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, celui-là, il est balèze, ça va bien le faire et tout. Bon, il n'y a pas trop de feeling, mais on s'est dit, bon, il va faire son job, on va pas trop se parler, ça va le faire. Ça l'a pas fait. Il faisait la tête pour ceci, il était pas à l'aise avec le fait que j'étais son manager parce qu'il était beaucoup plus âgé. Donc j'avais les trentaines à l'époque, bref, ça l'a pas fait. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire des entretiens, il faut qu'il y ait un feeling, parce que la personne va toujours préférer quelqu'un où il sent qu'il peut y avoir une entente, parce que si vous savez pas, s'il n'y a pas de feeling avec la personne va se dire, mais quand vous allez travailler en équipe, comment ça va se passer? Quand on va vous demander des choses, comment ça va se passer? Là, vous me voyez, je suis avenant, je vous parle comme ça, je tiens droit, et je vous communique des informations, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Mais imaginez, je me tiens comme ça, je regarde un peu comme ça, et puis je vous dis, vous savez, oui, il faut du feeling, c'est hyper important, et je vous regarde à peine. Vous voyez la différence entre si je suis comme ça, et si je suis comme ça, bien droit, bien sûr de moi, d'accord, je bombe le torse. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on sente, qu'il y ait une feeling, une relation, quelque chose qu'on sent que vous allez vers la personne, d'accord? Vous tenez comme ça, vous allez vers la personne. Vous n'êtes pas recroquevillé et fermé sur vous-même. Vous êtes vraiment à l'aise et vous tentez de transmettre quelque chose. Donc ça, ce sera beaucoup plus impactant plutôt que de maîtriser exactement votre poste par cœur machin, mais qu'il n'y ait aucun feeling. Croyez-moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc on récapitule. Il faut poser des questions et comme ça, on adapte son discours. D'accord? Et on parle de moins en moins de nous, mais nous, on parle des choses, quand on parle, qui sont vraiment cohérentes avec le poste. On prend toutes ces expériences, on parle des choses qui sont prépondérantes, on déroule pas tout son CV, on s'en fout, ses études de machin. Quand j'ai traîné avec Pierre à l'époque, j'ai eu mon diplôme, on s'en fout. Parler des choses qui sont prépondérantes. Et ensuite, on a le feeling et on monte de la motivation et de la détermination. Même si on ne connaît pas quelque chose, ce n'est pas grave. N'ayez pas peur de dire, écoutez, moi j'ai pas vu cette technologie, mais je me suis un petit peu renseigné et je sais que ça fonctionne comme ça. Je suis très très motivé de monter en compétences et moi j'apprends très très vite. Donc c'est pas un souci pour moi de ne pas encore connaître. Je vais vite monter en compétences et je suis très motivé. C'est mieux de dire oui je connais, de dire un truc que vous avez appris par cœur et après d'être un tocard quand vous allez commencer la mission. Si vous ne savez pas, n'ayez pas peur de dire je ne sais pas, c'est pas un problème. Les gens vont toujours préférer des gens honnêtes, motivés, quelqu'un qui monte vite en compétences, quelqu'un qui est super calé, qui va les baratiner. D'accord? Soyez honnête, déterminé et tout va bien se passer. Merci à la team d'être resté dans toute cette vidéo. Donc je vous ai donné quelques éléments clés pour réussir votre entretien d'embauche. Bien entendu, il y en a plein. N'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous êtes encore là, commentez embauche. Rejoignez-moi sur Instagram, sur La Planète Freelance. On se voit sur une prochaine et je vous apprendrai peut-être comment vendre un stylo. Ce simple stylo, vous la connaissez, hein, comment vendre ce stylo? Ah oui, il faut vendre le stylo. Ok la team, à bientôt, ciao.